Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir. À la une de l'actualité du 22 septembre 2022. Jean-François Carenco a pris l'avion ce soir après un séjour de 2 jours en Guadeloupe et a bien voulu nous accorder un entretien à notre rédaction. Le dossier de ce soir de notre rédaction est consacré aux sinistrés de la tempête Fiona. Les représentants du collectif des organisations en lutte ont échangé avec Jean-François Carenco et sont sortis avec des visages plus épanouis. Jean-François Carenco a pris l'avion ce soir après un séjour de 2 jours en Guadeloupe. Le ministre délégué aux Outre-mer était venu constater les dégâts laissés par la tempête tropicale Fiona. Il a pu se déplacer sur le terrain pour aller à la rencontre des sinistrés, mais aussi pour se concerter avec les élus pour sortir de la crise. Voyant avec lui les mesures arrêtées en faveur de notre département, le ministre a bien voulu accorder un entretien à Eddie Elatré, un entretien exclusif de MyTV Caraïbes devant la caméra de Patrice Pellerin. Monsieur le ministre, bonjour, merci de répondre donc à nos questions. Vous revenez d'une séance de travail avec les élus. Alors, on aimerait savoir quelles sont les mesures qui devront être, selon vous, des mesures qui devront être arrêtées par le gouvernement en faveur de la Guadeloupe. D'abord, il y en a plein qui ont été arrêtés. J'espère que vous êtes baladés dans la rue. Vous avez vu que les militaires sont là, que la protection civile est là, que l'arrêté de catastrophe naturelle a été signé, qu'on a une somme sur le MSOM, comme on dit, les mesures sociales d'outre-mer. Il y a les calamités agricoles, le FEI. Ce qui nous a préoccupés, c'est de savoir comment on arrive à accélérer les procédures. Ouais. Accélérer les procédures, c'est ce qui a été le sujet principal ce matin. Les choses sont là, il faut accélérer les procédures. Il faut que la volonté commune qui est là puisse se traduire plus vite dans les faits. C'est ça que je dois demander au gouvernement. Vous avez rencontré plusieurs sinistrés sur le terrain. Quel est votre sentiment ? Non, mais mon sentiment, c'est d'abord un sentiment d'émotion. Je viens porter l'émotion du pays à des gens qui ont tout perdu. Ils ont perdu, je le redis, ils ont perdu des sujets matériels, l'appartement, le lit, l'immobilier, etc. Mais ils sont dans une situation de détresse morale qui à la fois n'est pas supportable pour eux, mais n'est pas supportable pour nous. Ça m'interroge, ça me conforte dans l'idée que ce qui compte dans la vie, c'est la fraternité. Il y avait ceux qui étaient en famille, qui avaient des amis, qui avaient des mères, ça allait. Ceux qui étaient un peu isolés, c'est cata. Donc, vous savez, on apprend beaucoup en venant ici. Vous avez évoqué la venue d'une machine de potabilisation de l'eau des rivières. De quoi s'agit-il très exactement ? Il s'agit d'une machine qui prend l'eau dans une rivière et qui la rend potable. Elle est arrivée hier soir. On hésite encore pour savoir si on la met à tel ou tel endroit. Ça, c'est avec le syndicat des eaux et la préfecture pour qu'on la mette à l'endroit où c'est le plus utile, le plus performant par rapport aux travaux qu'on fait par ailleurs. Elle est arrivée avec 40 personnels de la sécurité civile pour produire de l'eau là où il y en a besoin. Je pense qu'on va la mettre pour passer le pont de Gourbert, là où ça va pas. Donc c'est une des mesures, par exemple, qui a été décidée et appliquée rapidement. Après, on va voir tout le sujet des investissements, notamment, j'insiste sur les ponts dans les communes, les ponts sur les routes communales, sur les routes gérées par Guadeloupe Route ou Route de Guadeloupe. Ça va, c'est facile, on les voit, on les connaît. Mais il y a des petits ponts comme ça sur toutes les communes, sur les routes communales, où leur effondrement, leur fermeture serait une catastrophe sur la circulation gigantesque. On aurait des personnes complètement isolées. Donc, mesure de gouvernement, l'Institut d'études nationales sur ce sujet s'appelle le CEREMA, et là, il restera le temps qu'il faut pour analyser tous ces ponts. Le plan d'aménagement du territoire, c'est quelque chose de très préoccupant. Est-ce que vous vous êtes aussi penché sur cette question ? Non, moi, d'abord, je suis ministre, je ne suis pas maire. Il y a des maires, il y a des conseils départementaux, il y a des communautés de communes. C'est à eux à dire. Moi, je suis là pour les aider. Ils le savent, c'est ce que je suis venu dire. Je ne suis pas venu dire l'État prend en main les choses, je suis venu leur dire réfléchissons ensemble, après vous décidez, et l'État est là pour vous aider. Je crois que ce message a été compris. Mais on n'inverse pas les choses. L'eau ne coule pas dans tous les robinets, c'est aussi une préoccupation. Évidemment que c'est une préoccupation. Mais je dis aussi aux Guadeloupéens, on se bat le plus vite possible en mesure de sauvegarde et puis en mesure au fond. Et puis je dis aussi aux Guadeloupéens,
De plus en plus, dans tous les pays du monde, le changement climatique est devenu infernal. Infernal. Hein. Donc on a travaillé, on a longuement parlé sur la gestion des rivières, mais dans les Landes, ça recule, il y a des maisons qui tombent. Voilà, je vais vous dire un truc. La Guadeloupe est au milieu du monde. Hein, elle n'est pas là. Et il faut qu'ensemble, on détermine, à court, moyen et long terme, ce qui fait qu'on vit le mieux possible. Mais oui, il y a des Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau. Je dirais, c'est cata. Enfin, c'est pas bien, c'est machin. La catastrophe humaine est pire que la catastrophe mécanique et matérielle. Mais oui, on y travaille, je suis venu pour ça. Mais je voudrais dire que la mobilisation de l'État, c'est mon métier, à la demande du président de la République, elle est massive. Il y a peu d'endroits, où que ce soit, où j'ai vu autant de mobilisation de l'État et autant de coordination qui se met en place, de bonne volonté collective pour ce pays, pour les Guadeloupéens. Le ministre délégué aux Outre-mer avant son départ a pu se déplacer dans le chef-lieu et en Côte-Saulvent, accompagné de quelques élus, parmi lesquels le maire de Sainte-Rose. Sainte-Rose qui a aussi été impacté par la tempête Fiona. Un bilan extrêmement désastreux, d'abord parce que nous avons un quartier qui est complètement sinistré, celui de la Boucan, qui est lié à la rivière de Goyave bien sûr, et puis l'ensemble des équipements comme les ponts, qui sont à la charge de la commune, qui sont en très mauvais état. Donc l'inquiétude, c'est qu'avec une commune qui est déjà en difficulté comme la nôtre, que ces difficultés ne puissent pas s'amplifier après ce passage de la tempête Fiona, si d'aventure, il n'y avait pas une prise en charge de ces choses-là. Donc nous serons très attentifs cet après-midi avec le ministre pour essayer de défendre le dossier de Sainte-Rose. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'on puisse prendre en charge, évidemment, par rapport aux dispositifs qui existent, les dégâts qui ont été occasionnés dans notre commune, et puis que sur la suite, au niveau urbanistique, qu'on puisse mener une vraie réflexion pour que ces choses ne puissent pas arriver chaque année. Ne pensez-vous pas qu'il faille simplement repenser le plan d'aménagement territorial? Ça passe évidemment par là. Ça passe par une réflexion nouvelle sur le plan d'aménagement. Mais c'est des questions qui vont être gérées à froid lorsque tout cela sera fini, lorsque chacun aura les moyens de pouvoir gérer les situations personnelles dans chaque commune. Aujourd'hui, quelle est la situation des sinistrés dans votre commune? Pour le moment, pas grand-chose. On n'a pas encore pu les aider. N'oubliez pas que nous sommes une commune en grande difficulté, comme la commune de Sainte-Rose. Donc nous attendons quelques dispositifs d'urgence avec le conseil départemental et la région. Et puis nous allons compléter, nous, avec la ville de Sainte-Rose pour effectivement faire en sorte que ces gens soient servis. Et puis n'oubliez pas que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas d'eau sur notre territoire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Les enfants n'ont pas à l'école, les maisons ne sont pas nettoyées, on ne peut même pas se laver. Voilà. Alors quelle est la situation des sans-abri? Vous avez déjà pensé à les reloger? Les sans-abri sont relogés. Là, on a pris des mesures d'urgence pour qu'ils soient relogés. Mais au-delà des sans-abri, c'est toutes les habitations qui sont sinistrées. Toutes les personnes qui ont tout perdu et qui résistent encore et qui restent dans leur maison. Ceux-là, il faut les aider. Il faut les aider en urgence. Le maire de Pointe-Noire était aussi présent. Il revient sur les ravages causés par la tempête tropicale. Certains diront que Fiona était plus violente, d'autres diront que Marina. Alors, Marilyn avait laissé quand même des traces sur toutes les montagnes. Toutes les montagnes avaient des glissements de terrain et les plaies ont été cicatrisées après de nombreuses années. Rappelez-vous, lorsqu'on allait se baigner à la plage, on n'avait pas de sable, on était dans la vase. Aujourd'hui, Fiona fait des dégâts qui sont encore plus importants, notamment sur Rivière des Pères, sur Basse-Terre, sur Capesterre, Trois-Rivières ou Goyave. Mais moi qui suis de Pointe-Noire, moi aussi j'ai été victime du passage de Fiona et des administrés de la commune ont été inondés. On n'a pas eu certes de gros dégâts comme ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qu'on a eu correspond à ce qu'on a vécu en avril 2022 en Grande-Terre. C'est-à-dire que beaucoup d'habitations ont été noyées, ont été inondées et surtout nous avons beaucoup de routes communales qui ont été très affectées, qui sont très endommagées, qui ont vu les semelles fouillées et qui sont très fragiles aujourd'hui. Nous-mêmes au niveau de la mairie de Pointe-Noire, nous avons eu des archives communales qu'on a mis en place depuis 2021 et qui ont été noyées complètement. On a perdu beaucoup de documents qu'on ne pourra plus jamais récupérer. Sur Bayard-Jean, la ravine Figuier a quitté son lit et a inondé toutes les maisons qui s'y trouvent dans le secteur, une quinzaine d'habitations. Sur Caraïbes, les gens qui sont à Caraïbes, sud d'un bordure de la rivière de Grande-Plaine ont été inondés. Sur Grande-Plaine également, les artisans qui s'y trouvent ont vu leur stock
est emporté. Donc nous avons souffert, et dans le bout de Pointe-Noire, comme je disais, beaucoup d'administrés ont été touchés par les coups de la rivière Caillou. Donc je suis également un maire touché par cette tempête, et nous espérons que non seulement la réactivité de l'État va se poursuivre, puisque c'est vrai que c'est l'une des rares fois où on voit aussitôt après un événement comme ça que l'État se manifeste avec beaucoup de pertinence. Nous espérons que non seulement il y aura des travaux de réparation, mais qu'il y aura surtout aussi des travaux d'anticipation, parce que nous savons très bien que tout ce qui a été fait aujourd'hui a été fragilisé, et on n'est pas à l'abri d'une tempête, d'un ouragan ou autre, la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 ans, etc. Donc si on n'anticipe pas pour se dire, bon, il y a eu des dégâts ici, mais certes, il faut aussi aller plus loin pour pouvoir sécuriser les autres zones, eh bien, on ne pourra pas avancer. Harry Chalus avait lui aussi pris une part active aux discussions d'hier soir. Le président du conseil régional invite les maires qui le peuvent à faire des avances de trésorerie en attendant que se mettent en place les aides de l'État. L'État, ce sont des fonds, comme il a dit le ministre, autour de 10 millions. Enfin, donc voilà, ça ne se dégage pas rapidement. Et ça doit passer soit par les collectivités, soit par la commune. Ensuite, redescendre au CCAS, ça prendra du temps. Donc nous, ce qu'on doit faire actuellement, c'est faire vite. Les communes qui peuvent, moi je leur ai dit de pouvoir, par le biais de CCAS, d'acheter le matériel, des matelas, le matériel scolaire. Je l'ai dit à Jean-Philippe. Et derrière nous allons rembourser rapidement. Il a fait des annonces concernant les fonds pour être mobilisés, pour accompagner les collectivités, les communes et surtout les familles. Mais ce que je dis, c'est le temps que ça prendra. Ce qui est important pour moi, comme je le dis, c'est ce que nous ferons actuellement en Guadeloupe, la région, le département, les EPCI, la solidarité guadeloupéenne. Ce qui est important aujourd'hui, faire vite pour pouvoir soulager les familles, leur redonner courage pour les matelas, pour le matériel scolaire, pour les enfants puissent retourner à l'école. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de mettre en place des bus de mer avec aussi peut-être 2 armateurs pour pouvoir transporter la population entre vieux habitants, Bouillante et Basse-Terre, réquisitionner tous les internats où il y a de la place pour que certains jeunes n'aient pas à prendre le transport pour diminuer, mais surtout commencer les travaux de Calbassier. Ça a commencé aujourd'hui, et demain les travaux du pont de confortement du pont de Rivière des Pères sera en chantier pour 3 semaines, autorisant les petites voitures à passer, car il faudrait reconstruire ce pont. Des entreprises sont sur le terrain à Rivière des Pères, notamment EDT, pour nettoyer la plupart des routes, des maisons, et les petites entreprises sont démarchées. On leur a demandé d'aller à Goyave, dans les communes sinistrées, pour aider à nettoyer les maisons avec des karchers. Ce qui est important, c'est que nous allons faire tout de suite, et par la suite, administrativement, ce que l'État fera, on verra. Le ministre a parlé des aides, des fonds, tout ce qui existe. Vous le savez, administrativement, il faudrait attendre. Donc maintenant, je le dis, il faut que ce soit nous, région, département, collectivité, solidarité guadeloupéenne, qui devront faire les 2 semaines-là pour redonner confiance à la population. Le dossier de ce soir de notre rédaction est consacré aux sinistrés de la tempête tropicale Fiona. Ceux qui ont tout perdu peuvent faire jouer leur assurance, mais parfois ce n'est pas toujours le cas car ils ne disposent pas d'assurance. Quel recours pour ce dernier cas de figure? Le reportage dédié Latré de Patrice Pellerin. Avec ou sans assurance, aucun sinistré de la tempête tropicale Fiona ne sera laissé pour compte. Nombreux sont ceux qui ont tout perdu et peuvent prétendre à diverses aides dans tous les cas de figure. Il y a 2 dispositifs. Un dispositif, bien sûr, dans le cadre de la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, où ça permet aux assurances de rembourser les gens. Le deuxième dispositif, c'est pour les gens qui ne sont pas assurés, c'est le fonds de solidarité outre-mer. Donc, le fonds de solidarité outre-mer est activé. Donc il va falloir effectivement que ceux qui sont assurés et qui ne sont pas pris en charge par leur assurance, ou ceux qui ne sont pas assurés carrément, puissent pouvoir effectivement remplir ce formulaire et déclarer leur sinistre dans le cadre de ce fonds-là. Donc c'est un dispositif qui est mis en œuvre, qui va être déclenché techniquement très bientôt. Donc il y aura une communication qui sera faite à travers les communes, à travers bien sûr aussi les organismes de l'État, sur la presse, pour inviter les gens à remplir un document et à déclarer leur sinistre pour pouvoir être remboursés. Bon, bien sûr les particuliers, mais aussi les entreprises et aussi les collectivités. C'est un dispositif qui peut couvrir toutes les pertes? Alors ça dépend, je ne peux pas afficher non plus un montant,
mais qui va couvrir les pertes, oui. À quelle hauteur, on ne sait pas. Je ne peux pas trop dire pour l'instant. On attend les montants parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de dégâts et ça va chiffrer énormément et il y aura beaucoup à faire. Voilà. Il y a beaucoup de sinistrés qui ne sont pas assurés, selon vous? Oui, il y a beaucoup de sinistrés qui ne sont pas assurés, mais il y a aussi beaucoup de sinistrés qui connaissent mal aussi leur police d'assurance. Donc, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une personne assurée qui pensait que son risque n'était pas couvert et je lui ai expliqué comment son risque est fait couvert. Donc, parce que les gens pensent que voilà, quand ils ont assuré la maison, ce sont que les murs, les bâtiments qui sont assurés. Non, à partir du moment où vous assurez une maison, il y a un certain nombre de meubles dans la maison qui sont systématiquement couverts par l'assurance. Les pertes suite au passage de Fiona ne sont pas encore chiffrées. Une chose reste sûre, on s'affaire de tous bords afin que ce que certains qualifient de cauchemar ne soit qu'un mauvais souvenir. Le collectif des organisations en lutte avait profité du passage du ministre délégué aux Outre-mer pour lui formuler une rencontre. Elle a finalement abouti ce matin. Les représentants du collectif ont échangé avec Jean-François Carenco et sont sortis avec des visages plus évanouis devant une réponse qui pourrait déboucher sur une issue favorable dans cette crise. Maïté Hubert Mtomo, la secrétaire générale de l'UGTG, s'exprime devant la caméra de Jules Aglas. C'est vrai que c'est un rencontre qui fait au dernier moment très rapidement parce qu'il n'est pas venu pour ça à la base, il était venu pour Fiona. Mais quand Zodet voit les syndicats qui en luttent, ça veut dire au niveau de la santé, le médico-social et le social, ils ont demandé de rencontrer d'avoir que depuis dernière fois là, ils te promettent de trouver une solution de sortie de crise, nous pas tant ni. Donc nous volontairement relancé et c'est comme ça qu'ils ont proposé nous bon matin la grand bonnet. Donc nous participer à la réunion là. Et c'est vrai que ça qui sortit des réunions là, c'est qu'au moins pour une fois, eh ben, il était en volonté de mettre nous d'accord si au moins principe à réintégration là. Ça c'est en avancée d'avoir que dans toutes les rencontres que nous fait devant, il pas de question de parler de réintégration. Donc au moins si point là ça nous tomber d'accord si principe là. Donc là nous pas ni plus avancé d'avoir que c'est à nous collectif là de faire un projet justement pour parler de mise en œuvre à les modalités. Parce que réintégration, d'accord, mais pas ni réintégration, si pas ni indemnisation. Il faut nous savoir aussi dans quelles conditions est-ce que les salariés sont rentrés dans les établissements et puis à partir de quelle date. Donc tout ça, il faut nous que bien faire un projet, voyez bayo de manière à ce qu'ils répondent nous et à un moment là, ça nous que s'entend, et bien que ça acté et que les camarades peuvent répondre travailler à eux. La pénurie d'eau, décidément, n'épargne personne. Les sapeurs-pompiers ont recours à l'eau de mer pour remplir les cuves des autopopes. Ce matin, ils procédaient à une opération à Sainte-Anne afin de préparer à toute éventualité en termes d'incendie. Les extraits d'une interview réalisée par Didier Valétudi avec un soldat du feu qui nous en dit un peu plus. Aujourd'hui, on va mettre en œuvre une manœuvre d'aspiration. Donc ça fait partie de nos manœuvres quotidiennes. Et donc avec les collègues, on va procéder, comme vous avez pu voir tout à l'heure, à l'aspiration au niveau donc de la digue de Sainte-Anne. Et pourquoi on fait ça? Parce que souvent on rencontre des problèmes d'eau au niveau de nos hydrants qui ne sont pas alimentés. Comme vous le savez, en Guadeloupe, c'est assez compliqué. Donc nous, on essaie de le faire, de manœuvrer le plus souvent possible en aspiration, de manière à pallier à ce genre de soucis en cas d'incendie sur le secteur. Et du coup, ça va de soi, oui, c'est plus économique puisque c'est l'eau de la mer. Mais c'est pas le principe, sachant que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour nos engins pompes parce que c'est de l'eau salée. Donc du coup, on procède également au rinçage de la pompe tout de suite après la manœuvre et du matériel. C'est le même principe que l'eau douce, tout simplement. Il faut qu'on fasse attention au niveau des impuretés qu'on peut retrouver au niveau de la mer. Mais pour ça, on a des crépines, des filtres qui nous permettent de pallier à tout ça. Mais on aura ça fera exactement le même travail que de l'eau douce. Place maintenant au Flash Info Caraïbes. À Cuba, l'ambassade des États-Unis a annoncé mercredi 21 septembre la reprise totale de la délivrance des deux visas à partir de 2023, après presque 5 ans d'interruption. Cette annonce intervient alors que l'île connaît un exode migratoire sans précédent et qu'elle traverse sa pire crise économique en 30 ans, sous les effets conjugués des conséquences de la pandémie et du renforcement des sanctions des États-Unis. La Barbade a émis la première obligation d'État au monde avec une clause permettant de suspendre les paiements en cas de nouvelle pandémie mondiale, une initiative qui devrait susciter l'intérêt de dizaines d'autres pays touchés par la crise du Covid-19.
En Guadeloupe, depuis le passage de la tempête tropicale Fiona, les appels aux dons se multiplient. Les besoins sont nombreux: eau, vêtements propres, chaussures, produits alimentaires d'hygiène, périculture et fournitures scolaires. En Martinique, un homme âgé d'une trentaine d'années a été tué d'une balle dans le cou vers 3 h du matin au quartier Font-Saint-Jacques à Sainte-Marie. À Montserrat, l'Office hydrographique du Royaume-Uni a mené une enquête sur les données cartographiques des fonds marins pour améliorer la sécurité de la navigation autour de l'île et aider à comprendre, gérer et protéger sa vie marine. Des nouvelles du procès de Dominique Panol. Le chanteur a été jugé en appel devant la cour d'assises. Hier, on a pu assister à des témoignages poignants des proches de son fils. Pour rappel, le chanteur est poursuivi pour avoir fait feu sur son fils en 2013. Dominique Panol est reconnu coupable et a été condamné à 10 ans de prison. Le rappeur guadeloupéen Titis a été tué vers 3 h du matin ce jeudi 22 septembre au quartier de Font-Saint-Jacques à Sainte-Marie en Martinique. Il a été atteint d'une balle à la gorge. Les auteurs des tirs sont recherchés par les forces de l'ordre. La Guadeloupe a été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Soyez prudents. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Jean-François Carinco a pris l'avion ce soir après un séjour de 2 jours en Guadeloupe. Il a bien voulu accorder un entretien à notre rédaction, un entretien que vous avez pu voir dans ce journal. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.